Alors, je vais vous parler ce soir d'un livre qui est sorti l'année passée, en 2016, qui a fait beaucoup parler de lui dans les médias, qui a été un best-seller au Québec, et qui s'intitule « Le Code Québec », avec en sous-titre « Les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde ». Ce livre a été fait par des spécialistes du marketing, Jacques Nantel, qui enseignait à l'École des hautes études commerciales à Montréal, Jean-Marc Léger, le président de la célèbre entreprise de sondage Léger Marketing, c'est probablement lui l'auteur principal de l'ouvrage, et Pierre Duhamel, qui est un chroniqueur économique à la revue L'Actualité. L'étude s'est échelonnée sur 3 ans. On a posé 300 questions aux Canadiens anglais, québécois francophones. On a constaté que les deux groupes répondent de manière identique dans 71% des cas et de manière différente dans 29% des cas. Ici, pour représenter le Canada anglais, j'ai choisi le Red Ensign, l'ancien drapeau du Canada, parce que ça fait très britannique. Je ne voulais pas prendre le drapeau canadien actuel qui a une connotation bilingue, binationale. Alors, je prends donc ce drapeau britannique. Et le livre étudie le 29% de différence. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura un certain frein à la mondialisation? On essaie déjà depuis plusieurs décennies d'uniformiser les cultures, mais il semble que ça ne fonctionne pas tout à fait, qu'il y aurait une certaine résistance passive, du moins de la part des Québécois, à cette entreprise d'uniformisation culturelle. Quelles sont les 7 différences qui ont été identifiées? Bien, il semble que les Québécois seraient plus heureux, plus consensuels, plus détachés, plus victimes, plus villageois, plus créatifs et plus fiers que les Canadiens anglais. Finalement, quand on ferme le livre, on est assez satisfait de nous autres mêmes. On n'est pas si pire. J'avoue que le livre m'a un petit peu remonté le moral parce que ça nous éloigne du discours habituel comme quoi que le Québec est la société la plus décadente au monde, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe, et bon, on a tous les retards. Attention, si on se compare aux autres, c'est peut-être pas si pire que ça. Mais vous savez que les sondeurs sont dangereux. Ils savent tout. Hein? Jean-Marc Léger nous en garde dès le début. Ils peuvent nous dire que 20% des Québécois trompent leur conjoint, que 22% ne se lavent pas tous les jours, 27% subissent un stress maladif, 33% trouvent leur patron incompétent, 35% ont eu un père absent, 48% se trouvent trop pauvres, 51% ont été victimes d'intimidation, 52% s'estiment trop gros et 90% se considèrent heureux. En conséquence, les Québécois sont infidèles, ils sont stressés, ils sont fauchés, ils sont malpropres, ils travaillent mal, ils vivent mal, mais ils sont heureux. Première question, et je vous la pose. Pensez-vous que la culture québécoise soit plus proche de la culture de la France, du Canada anglais ou des États-Unis? Réponse des Québécois, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. En fait, c'est que la culture québécoise a subi l'influence de ces 3 cultures, mais pas exactement sur le même plan. La France, par sa langue, nous aurait surtout transmis sa culture. Mais nos institutions sociales, plus particulièrement nos institutions politiques et juridiques, nous viennent de l'Angleterre. Par contre, notre système économique, notre mode de vie, s'inspire plus du modèle américain. Gilbert Rozon, le fondateur du festival Juste pour rire, avait souligné que ça se remarque dans l'humour québécois, cette triple influence. Vous avez par exemple un humoriste comme Sol, qui fait le même genre d'humour que Raymond DeVos, axé sur des jeux de mots. Vous avez des Niedong, qui font de l'humour absurde à la manière des Monty Python d'Angleterre. Et vous avez quelqu'un comme Yvon Deschamps, qui fait des stand-up comiques à l'américaine, dans le style de Eddie Murphy. Une grande partie de l'étude reposait sur des mots. On présentait aux gens des mots, puis on leur demandait s'ils trouvaient que ce mot-là était
plutôt positif ou plutôt négatif. Et ensuite, on regardait les différences entre les réponses des Québécois francophones et des Canadiens anglais. Prenons par exemple ces mots-là et faites l'exercice vous-même dans votre tête. Quels sont les 5 mots qui vous apparaissent les plus positifs parmi certitude, chaleureux, débrouillardise, Dieu, économiser, émotion, étranger, franchise, mariage, morale, prudence, sensuel, soldat, tendresse et tolérance. Et là, vous allez voir si vous avez un profil plutôt québécois ou canadien-anglais. Les Québécois vont plutôt valoriser les mots chaleureux, débrouillardise, émotion, franchise, sensuel, tendresse et tolérance. Au Canada anglais, on va valoriser plus Dieu, économiser, étranger, mariage, morale et soldat. Pour ce qui est des mots certitude et prudence, c'est le même résultat dans les deux cas, donc c'est neutre. Personnellement, j'avais choisi 5 mots. Si je me souviens bien, j'avais choisi débrouillardise, franchise, Dieu, morale et soldat. Donc 2 du côté québécois francophone, 2 du côté canadien-anglais. J'aurais donc plus un profil canadien-anglais. Mon patriotisme pouvait en prendre un coup, mais au fond, je ne suis pas tellement déçu de ne pas ressembler aux Québécois modernes et ouverts de nos jours. Mais savez-vous quel est le mot le plus estimé? Argent. Il arrive en tête de liste de tous les mots qui ont été présentés dans le sondage. Le Québec est heureux. Quand on pose la question, 88% des Québécois disent qu'ils sont heureux, alors que c'est 77% des Canadiens anglais. Et en Colombie-Britannique, ça tombe même à 70%. L'ONU fait un indice du bonheur selon les différents pays. Ils font le classement suivant, parce que c'était le classement de 2015. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ce genre d'études. Mais la Suisse arrive en tête, suivie de l'Islande, le Danemark, le Norvège et le Canada en 5e place. Mais parmi les provinces canadiennes, c'est le Québec qui arrive en première place. Comment expliquer ça? Il y aurait 2 hypothèses qu'on peut avancer. Est-ce que la sécurité sociale, le fait qu'en général c'est des pays plutôt d'État-providence, pourrait expliquer que les gens sont moins stressés? C'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est que l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. La pauvreté ne fait pas nécessairement le malheur. Ce qui fait le malheur, c'est l'insécurité. C'est de ne pas savoir ce qui va nous arriver le lendemain, de craindre que notre situation change. Et quand vous êtes dans un pays qui a un filet de sécurité sociale fort, comme c'est le cas au Québec, ça nous rassure un peu parce que si on tombe malade, si on perd notre emploi, si on a une difficulté quelconque, l'État peut nous venir en aide. Autre hypothèse, c'est peut-être parce que c'est des petits peuples. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de grande puissance là-dedans. Est-ce que ça nous ramènerait à l'idée de l'économiste britannique Shoemaker, Small is Beautiful? Je pense que là, il y aurait une piste à explorer. Et quand on regarde le niveau de satisfaction des Canadiens envers les villes, ça c'est Statistique Canada qui a fait cette étude-là, j'ai été très surpris d'apprendre que les 2 villes où les gens se disent le plus satisfaits de leur ville, c'est Trois-Rivières et Saguenay. Pourtant, ce n'est pas des villes particulièrement prospères sur le plan économique. Et les villes qui arrivent en bas de liste, Toronto, Vancouver, les immenses et très riches villes. La joie de vivre, c'est une caractéristique des Québécois et d'ailleurs les étrangers leur reconnaissent ça. Quand vous parlez un Canadien anglais du Québec, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler de ça, il va parler des fêtes. Et ça se remarque dans nos nombreux festivals, que ce soit le Festival de jazz de Montréal, le Festival d'opéra de Québec, le Festival des Montgolfières de Lévis, ou même le Festival de la poutine de Drummondville. Il y a une multitude de festivals. Et les auteurs du Cas de Québec font remarquer que l'expression joie de vivre ne se traduit même pas en anglais. On ne peut pas trouver une traduction de ça. Alors c'est quelque chose qui serait très caractéristique de notre culture. Mais ce qui est surtout caractéristique, c'est l'importance que les Québécois accordent au plaisir de la table. Et là-dessus, nous sommes très français. On n'a qu'à le voir par la consommation de fromage et de vin au Québec, c'est bien supérieur aux autres provinces canadiennes. Et la grande diversité des vins et des fromages qui sont offerts dans les commerces au Québec, c'est bien plus élevé qu'en Ontario. Certaines compagnies ontariennes s'en sont aperçues. Sobeys et Lord Lars, lorsqu'ils ont essayé de s'implanter au Québec, ça a été un échec. Parce qu'ils sont arrivés avec le même modèle commercial et publicitaire qu'ils avaient en Ontario. Quand ils ont compris que ça ne marchait pas parce que les Québécois étaient différents,
bien, ces deux grandes compagnies-là ont décidé d'acheter des entreprises québécoises qui étaient déjà bien implantées, bien adaptées à notre mentalité, Métro et IGA, qui en fait appartiennent à des grandes chaînes pan-canadiennes. Un autre exemple d'échec retentissant sur le plan commercial, c'est Target. Alors, Target s'installe au Canada avec grand renfort de publicité, avec 133 succursales. 2 ans après, ils les fermaient toutes. Parce qu'ils étaient arrivés avec leur modèle américain, qui n'a pas réussi à pogner non seulement au Québec, mais même au Canada anglais. Parce que le Code Québec fait remarquer qu'il ne faut pas s'imaginer que les Canadiens anglais sont finalement des simples copies des Américains. Ils ont leurs particularités culturelles et il y a aussi beaucoup de différences entre les régions au Canada anglais. Les Québécois se disent heureux à 90%, les Canadiens anglais à 84%. Le plaisir, c'est important pour les Québécois, 76%, pour les Canadiens anglais, 53%. Mais regardez ensuite l'autre thème, le devoir, 24% pour les Québécois, 47% pour les Canadiens anglais. Ils sont plus axés sur le devoir que sur le plaisir. C'est un peu l'image traditionnelle qu'on a des Anglais, hein, vous remarquerez. Quand on pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Les Québécois disent oui à 33%, les Anglais, oui à 45%. Donc l'argent est plus important pour eux que pour nous. Cependant, il faut remarquer que chez les moins de 35 ans, au Québec, la proportion monte à 40%. Est-ce que ça veut dire qu'on serait en train de s'enligner sur une certaine mentalité canadienne-anglaise par rapport à l'argent? Bien là, il va falloir suivre l'évolution de ça. Le Québec est très consensuel. Le journaliste Mathieu Bock-Côté nous dit « Les Québécois sont exagérément consensuels. Ils ne se querellent pas en public comme les Français, ni en privé comme les Anglais. » Et ça se remarque dans notre manière de faire des affaires. Il semble que le modèle de l'entreprise coopérative s'est très adapté, très bien adapté à notre mentalité. En politique aussi, on voit que les Québécois sont consensuels. Il n'y a jamais de position extrême. Si on interroge les Québécois sur l'avenir du Québec dans la Confédération canadienne, ben, il y a très peu de Québécois qui sont des séparatistes purs et durs, très peu qui sont des fédéralistes purs et durs. Il y en a qui sont pour la souveraineté association, puis il y en a d'autres qui sont pour le fédéralisme renouvelé. Sur le plan idéologique, même chose. 20% des Québécois se disent de gauche, 11% se disent de droite, 69% se disent de centre. Nous ne sommes pas le genre de société où on pourrait voir émerger un Jean-Marie Le Pen ou un Donald Trump, par exemple. Le Québec est frappé par ce que j'appelle le syndrome du banc de poisson. Il faut toujours être uni, peut-être parce qu'on se sent minoritaire en Amérique du Nord, mais il y a chez nous une tendance à l'unanimité idéologique, une unanimité qui est parfois un peu étouffante. Alors, nous étions tous catholiques au temps de Maurice Duplessis, tous sociodémocrates au temps de René Lévesque, aujourd'hui nous sommes tous mondialistes au temps de Philippe Couillard. Et ça se remarque dans les questions relatives à la bonne entente. Quand on demande aux Québécois est-ce que c'est important d'avoir un consensus, 51% disent oui, du côté des Anglais, 37%. Si on affirme que le meilleur gagne, cette phrase va séduire 49% des Québécois et 63% des Canadiens anglais. Et est-ce que c'est important de respecter l'opinion des autres? Oui, disent 63% des Québécois, mais seulement 52% des Canadiens anglais. Dans le livre, quand on dit, lorsqu'il y avait un écart de 5% entre les résultats sur une question, on estime qu'il y a une différence culturelle. Sur les questions morales, ben, les Québécois sont plus libéraux que les Canadiens anglais sur toutes les questions. Alors, ils vont être en faveur de l'avortement 10% de plus que les Canadiens anglais. Et là, toutes ces positions-là sont quand même majoritaires au Canada anglais, mais sont un peu plus majoritaires au Québec. Avortement, homosexualité, sexualité avant 18 ans, sexualité extra-conjugale et opposition à la peine de mort. Vous avez entre 10 et 15% de différence. Le Québec serait également détaché. Ici, dans le livre, on emploie le mot détaché au sens de un peu indécis, flegmatique, non engagé. J'aime pas beaucoup l'expression qu'ils ont employée, mais une des choses qui les avait fait rire, c'était que une des personnes qui était sondée leur avait dit à un moment donné, je ne suis pas certain si je suis encore indécis. Et ça semble être une caractéristique qui avait été bien identifiée d'ailleurs par l'humoriste
Yvon Deschamps, pendant le débat référendaire de 1980, il disait que lui, il était pour un Québec indépendant dans un Canada fort. Ça a fait rire tout le monde, mais pourquoi ça faisait rire? Parce qu'au fond, les Québécois se reconnaissaient dans cette formule-là. Un groupe de musique plus récent, Caïn, a dit un peu la même chose. On flash à gauche, on tourne à droite. Les Québécois sont très contradictoires. Les sondages montrent qu'ils accordent plus d'importance à la famille, mais ils se marient moins et ils se divorcent plus. Ils se disent plus solidaires, ils font moins de dons de charité que les Canadiens anglais. Ils se disent favorables à l'environnement, ils ont plus de véhicules motorisés, notamment de véhicules récréatifs. Ça, c'est une caractéristique, une différence entre le Québécois et l'Ontarien. L'Ontarien va investir dans la maison, il va être propriétaire. On regarde dans le pourcentage du budget des Ontariens, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé mis sur le logement. Chez les Québécois, le pourcentage est plus élevé sur l'alimentation. Bien manger, c'est important. Puis deuxièmement, les véhicules récréatifs, le skidoo, la moto, le scooter. Très important, on en a beaucoup, même si on dit qu'on est pour l'environnement. Les Québécois se disent plus croyants, mais ils sont moins pratiquants que les Canadiens anglais. Sur la question de la croyance en Dieu, 88% des Québécois disent qu'ils croient en Dieu. 77% pour les Ontariens. Ici, on ne donnait pas la moyenne canadienne-anglaise, on donnait l'Ontario, je ne sais pas pourquoi. Et remarquez qu'en Colombie-Britannique, ça tombe à 66%. C'est assez intéressant. Et c'est drôle, c'est aussi en Colombie-Britannique que les gens sont moins heureux. Est-ce qu'il y aura un rapport entre le bonheur et la croyance en Dieu? Mais la croyance en Dieu que les Québécois ont, ça ne les amène pas une grosse pratique. Parce qu'il y a 53% des Québécois qui disent pratiquer leur religion. Mais attendez, ce n'est pas une pratique religieuse. Là. Ça peut se limiter à aller à la messe à Noël le 25 décembre, à faire une prière une fois de temps en temps, ou à accrocher un chapelet sur son rétroviseur. Là, on en voit beaucoup. Mais il y a quand même une pratique en quelque part. Mais le Québec arrive en 9e place des provinces canadiennes pour la pratique. À la fameuse question que le Canada anglais posait dans les années 1960, what does québécois? Ben, la réponse québécoise, elle est ferme, elle est claire, elle est nette. Attendre et voir. Le Québec a un sentiment de victime. Alors, il se considère encore colonisé. Il aime bien dire que c'est la faute des maudits Anglais. C'est le syndrome du colonisé qu'on retrouve par exemple dans l'humour québécois. Le personnage ici que vous voyez, Olivier Guimond, qui est à droite, ben, c'est le personnage finalement du loser, du chien battu. Et c'est ça qui fait rire au Québec. Il y a une grande différence entre l'humour français et l'humour québécois. Vous remarquerez ça, que dans l'humour français, celui qui fait rire, pensez à Louis de Funès dans tous ses films. Louis de Funès, c'est un dominant. C'est le patron. Il est riche, il est puissant, il est ridicule, bien sûr. Mais en France, on va rire de celui qui est dominant, c'est lui qui nous fait rire. Peut-être parce que c'est à lui qu'on s'identifie. Au Québec, c'est le loser, c'est le chien battu, c'est le serviteur qui fait rire. Peut-être parce qu'on s'identifie à lui à cause d'un syndrome de colonisation. Dans les pièces de Molière, c'est la même chose. Dans l'avare d'Harpagon, c'est le maître de la maison. Orgon, dans le Tartuffe, c'est le maître de la maison, mais c'est eux autres qui sont ridicules. Et cet attrait qu'on a pour le personnage du chien battu, ça a fait un peu la popularité de René Lévesque. Hein? Pourquoi René Lévesque était si populaire? Pourquoi les Québécois se reconnaissaient tant en lui? Ben, c'est qu'il avait l'air du gars bien humble, bien modeste. Il l'était pas du tout. Hein? Ceux qui travaillaient sous ses ordres dans son bureau vont vous dire que le gars était très autoritaire et très tyrannique. Il avait son image à la télévision, puis il avait la réalité. Mais cette image, alors on se souviendra toujours du soir du référendum de 1980, comment le pauvre René Lévesque, notre pauvre petit poète national, il avait l'air triste d'avoir perdu son référendum, de telle sorte qu'on l'a pris en pitié, qu'on l'a réélu haut la main une année après lors des élections. Question de se plaindre, les Québécois disent que leur province est injustement traitée dans le Canada, 55%, alors que les Canadiens anglais répondent la même chose à 41%. Est-ce que les Québécois sont racistes? Si on leur pose la question, ben 16% des Canadiens anglais se disent racistes, 20% des Québécois, 35% des Français et 51% des Américains.
Aux États-Unis, on n'a pas honte de s'afficher raciste. En France, non plus. Je pense que c'est parce qu'il y a eu l'effet Front National, l'effet Jean-Marie Le Pen, qui a un peu décomplexé les gens par rapport à leur racisme ou leur xénophobie. Aux États-Unis, la tradition est plus ancienne, puis avec Trump, elle a été un peu réactivée. Mais de toute façon, les sondeurs savent très bien que les gens ne répondent jamais honnêtement à ce genre de questions. Les gens qui répondent à des sondages ont tendance à donner les réponses qui correspondent aux attentes sociales. On sait que c'est mal vu d'être raciste et on ne s'avoue pas raciste. Alors c'est pour ça que pour déjouer ça, les maisons de sondage ont développé des techniques. C'est souvent en faisant venir des groupes de gens, puis par des discussions, puis on approfondit, puis on essaie un peu de... Et le Code Québec nous raconte une de ces méthodes-là d'investigation. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on convoque une dizaine ou une quinzaine de gens à une discussion, un groupe de discussion sur un sujet quelconque qui n'a rien à voir avec le racisme. Dans le groupe, il y a un noir. Le noir arrive, il fait en fait secrètement partie de l'étude, il arrive avant les autres, ça vous prend une grande salle où il y a beaucoup de place, il s'assoit, et on constate que quand les Blancs arrivent, 9 sur 10 s'assoient loin du noir. Et après, ces gens-là, dans le sondage, vont dire qu'ils ne sont pas racistes. Alors, malgré 50 ans d'éducation de discours antiracistes, je pense que le racisme, la xénophobie, c'est loin d'être extirpé de nos mentalités. D'ailleurs, les Québécois l'avouent en ce qui concerne les symboles religieux. 49% se disent mal à l'aise à la vue d'un hijab, 31% à la vue d'un turban, 25% à la vue d'une kippa et 6% à la vue d'une croix. Ici, le Code Québec donne une explication qui est vraiment pas crédible et on voit qu'ils veulent montrer patte blanche au politiquement correct. Ce qu'ils disent, c'est que les Québécois ont été, il n'y a pas si longtemps, tellement opprimés par l'Église catholique qu'ils ne veulent pas un retour en force de la religion dans la vie civile, dans la vie sociale, et c'est pour ça qu'ils s'opposent au hijab ou au turban. Et regardez, là, la croix, c'est 5-6% des gens qui s'opposent à ça. 6% d'anticléricaux fanatiques, on a toujours vu ça, on doit avoir ça en 1950 dans le temps du Duplessis aussi. L'explication est loin d'être crédible, et d'ailleurs, un petit peu plus loin, quelques paragraphes plus loin, ils sont obligés de revenir à la réalité pour dire que c'est surtout les symboles religieux étrangers qui déplaisent, qui montrent que les accommodements raisonnables sont loin d'être acceptés dans la population québécoise. Les Québécois auraient un sentiment villageois. Quand on leur demande s'ils préfèrent vivre à la campagne ou à la ville, 67% disent qu'ils préfèrent vivre à la campagne, contre 49% pour les Canadiens anglais. Lorsqu'on leur demande s'ils sont proches de leur parenté, frères, sœurs, cousins, cousines, mon oncle, ma tante, 73 contre 67. Mais par contre, ils parlent moins à leurs voisins. On a un esprit villageois, on aime vivre dans une petite ville, mais finalement, on ne veut pas parler aux voisins. 58% pour les Québécois, 67% pour les Canadiens anglais. Ça, c'est des contradictions, mais toute l'étude montre un tissu de contradictions. Les Québécois sont assez peu actifs dans leur communauté, 29% contre 45%, ils font peu de bénévolat, 21 contre 31. Lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous accepteriez de prendre les armes pour défendre votre pays? Seulement 24% des Québécois répondent oui, contre 51% des Canadiens anglais. Ici, je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté, parce que de quel pays parle-t-on? Alors, ça se peut que les Québécois indépendantistes, si on dit ben, prendrez-vous les armes pour défendre le Canada, non, il n'y en a pas question. Je ne sais pas si le sondage a tenu compte de cette donnée, mais enfin. Ce qui est certain, c'est que quand on fait une publicité au Québec, elle est plus efficace à 31%, dans 31% des cas, que si on prend une publicité qui a été faite à Toronto, qui a été traduite en français. On donne plein d'exemples, dont certains font rire. À un moment donné, il y avait une compagnie de Toronto, mais ça, c'est ancien, ça remonte dans des années peut-être 1960, qui a fait une publicité au Québec, qui avait traduit une de leurs publicités pour le Québec, et il invitait les mères de famille à envoyer à la compagnie leur recette de plum pudding. Alors, il y aurait peut-être eu un peu plus de succès s'il avait demandé les recettes de pudding aux chômeurs. Il l'avait très bien traduit en français,
mais il n'était pas capable de voir qu'il y avait un changement de mentalité et que le plum pudding, c'est inconnu au Québec. Même qu'on parle du Toronto French, le français que les traducteurs de Toronto employaient pour des publicités, en général, ça pogne. On donne un exemple d'une publicité qui a eu beaucoup de succès au Canada anglais. Alors, ça se passe, c'est une réunion d'un conseil d'administration. Réunion longue, ennuyeuse, très sérieuse. Et là, il y a un des membres de la réunion qui entend discrètement son téléphone cellulaire sonner. Il écoute. Puis il vient d'apprendre que son fils vient de remporter une compétition sportive. Il monte sur la table de réunion puis il se met à crier bravo. Au Canada anglais, c'était une publicité pour un téléphone cellulaire. Ça a eu beaucoup de succès. Ça faisait rire. Ils l'ont traduit en français, ils l'ont testé au Québec, ça faisait pas rire personne. Ce qui fait rire au Québec, ça fait pas rire au Canada anglais. Et je dirais que quand on parle de différences culturelles entre les peuples, les 3 points les plus importants, c'est l'humour. L'humour est très différent d'une culture à l'autre. Deuxièmement, la manière dont on mange. Qu'est-ce qu'on mange? Très différent d'un pays à l'autre. Puis troisièmement, la manière dont on s'habille. L'agencement des couleurs dans le vêtement, c'est différent. Et les compagnies de marketing, style Target, s'ils ne tiennent pas compte de ça, ben, ils se cassent la marmoulette. Il y a définitivement 2 Québec, nous dit l'ouvrage. Il y a Montréal et il y a le reste de la province. Le Montréal, c'est multiculturel, c'est international. Moins que Toronto. Alors, à Toronto, il y a 46% des citoyens qui ne sont pas nés au Canada. Alors, les étrangers sont quasiment la majorité. C'est pas encore comme ça à Montréal, mais c'est quand même assez fort. Et vous avez le reste de la province de Québec, qui est francophone, québécois francophone, à 95%. Les Anglo-Québécois forment une société distincte à l'intérieur de la société distincte. Eux autres aussi, on les a interrogés sur des questions. On a constaté que leurs réponses sont proches de celles des Québécois francophones dans 41% des cas et proches des Canadiens anglais dans 59% des cas. Donc, les Anglo-Québécois ont une culture hybride qui est très influencée par la culture francophone. D'ailleurs, nous, on se plaint beaucoup de nos anglicismes dans notre langue, le joual et tout ça, mais les Anglo-Québécois, eux autres, ont le problème des anglicismes. Pas des anglicismes, le problème des gallicismes. Alors, il y a beaucoup de mots d'expression française qui est employés. Si on regarde le taux de bilinguisme, on apprend que les Anglo-Québécois se disent bilingues. Se disent bilingues. Sont-ils vraiment entre se dire bilingues? Vous savez, quand dans les sondages, ça c'est le genre de réponse qui est un peu surévaluée. Les gens savent que ça paraît bien d'être bilingue, donc ils se disent un peu plus bilingues qu'ils ne le sont en réalité. Bon, en tout cas, l'important c'est de comparer d'un groupe à l'autre. Les Anglo-Québécois, 88%, les Québécois francophones, 36%, et les Canadiens anglais, 6,7%. Parce que le bilinguisme, c'est un signe d'un peuple qui est minoritaire ou qui est colonisé. Il peut être majoritaire tout en étant colonisé. Ce que j'ai été surpris d'apprendre, c'est que dans des pays comme la Suède, les Pays-Bas et le Danemark, vous avez un taux de bilinguisme de 70%. Plus élevé qu'au Québec même. Ça veut dire qu'on doit enseigner l'anglais pas mal fort dans ces pays-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que ce que ça veut dire, c'est que ces pays-là sont en train de devenir colonisés. Ils sont colonisés par le mondialisme, ils sont colonisés par l'Union européenne. Mais les Anglo-Québécois ne sont pas des Anglais. En fait, les Québécois d'origine britannique, c'est seulement 7,6% de la population. S'il n'y avait pas l'apport des immigrants, ben, la communauté anglaise au Québec n'aurait pas plus de poids que la communauté française en Ontario. Mais avec les néo-québécois, ben, les anglophones sont à peu près 20% au Québec. Mais même à Montréal, on voit que l'anglais est en diminution. C'est peut-être l'anglais qui est menacé au Québec. Vous savez que le démographe Jacques-Henri Pin, lui, c'est ce qu'il a prétendu à l'encontre de bien de ses collègues. Il disait, non, c'est pas la langue française qui est menacée au Québec, c'est la langue anglaise. Regardez les chiffres. Et si on regarde là, à Montréal, bon, on voit une baisse des francophones. En fait, c'est des projections jusqu'en 2030. Alors, on assisterait à une baisse de la population francophone, mais aussi une baisse de la population anglophone. Mais les francophones baissent à Montréal parce qu'ils déménagent ailleurs.
ils déménagent en banlieue. Les anglophones qui diminuent à Montréal, s'en vont pas en banlieue, s'en vont en Ontario, ou aux États-Unis. Alors donc, le phénomène est un peu plus grave pour eux autres. Et c'est nettement les allophones qui sont en montée. Le patriotisme des Anglo-Québécois, c'est Montréal. Ils s'identifient plus à Montréal qu'au Canada ou qu'au Québec. Le cas de Québec s'est également penché sur ce que les journalistes avaient appelé le mystère de Québec. Comment expliquer qu'à Québec, les partis politiques de droite, comme le Parti conservateur, l'Action démocratique du Québec ou Coalition Avenir Québec, ont eu plus de succès que dans le reste de la province et surtout qu'à Montréal? Les Québécois, c'est-à-dire les citoyens de Québec ou les gens de la région de Québec, seraient-ils plus à droite, plus conservateurs? Ce que le livre fait remarquer, c'est que les gens de la région de Québec sont en réalité plus français que les Français. Ce ne serait pas qu'ils seraient plus à droite que le reste de la province ou que Montréal, mais ils seraient plus d'esprit français. Quand on regarde les résultats, si on compare Québec et Montréal, on voit qu'à Québec, on a plus confiance dans le privé, on vit plus en couple, on s'intéresse plus à la politique municipale, on croit que les riches, ben c'est bien, ça contribue à la société, on boit plus de vin. Mais en même temps, regardez, on accepte plus l'homosexualité à Québec qu'à Montréal. Bon, on parle moins anglais si on s'en doutait. On respecte moins les traditions. Quand on demande aux gens, est-ce que vous respectez les traditions? Bien, les gens de Québec répondent moins, 11% de moins qu'à Montréal. Et si on leur pose la question, est-ce que c'était mieux dans l'ancien temps? Bien, ils répondent, à Montréal, on aimait mieux l'ancien temps. Donc, est-ce que Québec est vraiment plus conservatrice que Montréal? J'en suis pas sûr. Moi, mon impression, c'est que, comme Montréal est plus cosmopolite, comme il y a plus d'homosexuels à Montréal, comme il y a plus de, bon, tous les symptômes de déclin à Montréal qu'à Québec, bien, les gens qui sont là, qui vivent là, ils en ont plus ras-le-bol. Et peut-être qu'au fond, ils sont plus conservateurs, mais ils ne forment peut-être pas la masse critique comme à Québec, à cause, évidemment, du cosmopolitisme, mais ça, ce n'est que des hypothèses. Hein? On n'a pas étudié ces avenues-là dans le livre. Alors, quelle est la ville la plus belle? Là, on pose la question à tous les Québécois. Et tous les Québécois de la province de Québec préfèrent Québec à Montréal comme ville plus belle, plus fière, plus accueillante, plus sympathique, plus cultivée, plus ouverte. Ah non, ça, Montréal serait plus ouverte. Et où est-ce que vous préfériez vivre? Bien, 55% des Québécois répondent Québec et 44% répondent Montréal, donc victoire éclatante pour les Nordiques. L'ouvrage divise le Québec en 7 régions, l'heptagone québécois, très différent d'une région à l'autre. Il y a d'abord l'Est de Montréal, ça c'est des francophones qui sont sociodémocrates, c'est la base électorale du Parti québécois. Vous avez l'Ouest de Montréal, des anglophones, fédéralistes, c'est la base du Parti libéral. Ensuite, vous avez les gens de la banlieue de Montréal. Là, vous allez trouver des jeunes familles aisées, très axés sur la consommation. Leur gros problème, c'est qu'ils trouvent qu'ils payent trop de taxes et ils passent la moitié de leur vie pris dans les embouteillages. Ensuite, vous avez les gens de Québec, de la capitale nationale, qui ont un esprit plus français, qui sont plus conservateurs. Une économie plus prospère. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté parce que dans le livre, on n'en parle pas. Y aurait-il un lien entre la prospérité économique de Québec et l'homogénéité ethnique de Québec? Ça, c'est une question que pas grand monde ose se poser, mais les économistes constatent, chiffres à l'appui, que Québec, depuis bien des années, est plus dynamique sur le plan économique que Montréal, et on se demande pourquoi. En fait, il semble que de plus en plus, au Québec, on considère que c'est Québec le cœur de la nation. Et là-dessus, bon, vous avez suivi les événements avec l'émeute de la meute, il n'y a pas tellement longtemps. Ça m'a amené une réflexion. En 1960-70, quand les nationalistes voulaient faire une manif, là, ils faisaient pas ça à Québec, ils faisaient ça à Montréal. C'était à Montréal que les nationalistes se battaient. Là, on dirait que les nationalistes se déplacent vers Québec, puis l'idée, c'est qu'il faut sauver Québec. C'est la seule ville française qui nous reste. Mais dans les années 60-70, on essayait de reconquérir Montréal pour la langue française. On avait une autre mentalité.
Il y a les régions frontières, Chaudière-Appalaches, Centre du Québec, Outaouais, Estrie. Ben là, c'est des régions axées sur l'entrepreneuriat, la petite et moyenne entreprise compétitive, des régions prospères sur le plan économique, pensez à Lévis par exemple, tournées vers les États-Unis et vers l'Ontario. Ensuite, vous avez les régionalistes. Ça, c'est le Québec profond. L'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie, la Mauricie, le nord du Québec, le Saguenay, la Saint-Jean. Là, c'est là que les gens sont nationalistes. Leur slogan serait « Travail, famille, patrie ». Le même slogan que Pétain. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le cas de Québec qu'on dit ça. C'est Jean-Marc Léger qui écrit ça. Ça m'a surpris, cette expression-là. Une caractéristique de ces régions, c'est qu'ils se sentent négligés par les grands centres, mais au fond, c'est le Québec profond. Dans l'heptagone québécois, on parle brièvement des Premières Nations, les quelques 100 000 Amérindiens, qui sont marqués par un renouveau identitaire, mais aussi une grande diversité entre eux. Le président de l'Association des Autochtones du Québec, Ghislain Picard, fait une déclaration qui va à l'encontre d'un préjugé qui a été longtemps répandu, qui est encore, je pense, répandu au Québec. Il dit « Les Autochtones ont eu peu d'influence sur les Québécois parce que les mariages mixtes ont été très rares. » Si vous ouvrez un manuel d'histoire du Québec dans nos écoles aujourd'hui, on vous dire que les premiers Français au temps de la Calédonie étaient très influencés par les Autochtones, qu'on doit beaucoup à la culture amérindienne. Mais le chef de file des Amérindiens, lui, a l'air à dire que non, c'est pas vrai. Je lui donne raison sur ce point-là. Le Québec est créatif. On aurait gardé cette bonne vieille habitude des patenteux d'autrefois. Vous avez ici un exemple d'une invention géniale. Demandez pas à quoi ça sert. Ne lui demandez pas à quoi ça sert, mais on va le faire bluffer bien. Il y a une liste d'inventions québécoises qui sont assez impressionnantes. J'ai été surpris de certaines. C'est au Québec qu'on a inventé la radio AM, le combiné téléphonique, le beurre d'arachide. Si les Américains n'avaient pas eu les Québécois, ils ne pourraient pas manger de beurre de pinot. Qu'est-ce qu'ils savent? La souffleuse à neige, la motoneige va sauver, on le savait. La livraison de poulet à domicile avec Saint-Hubert Barbecue dans les années 50. Le fameux biberon sans air qui empêche les bébés d'avoir des coliques. Invention géniale qui a été achetée par la grande compagnie multinationale Playtex. Le gars qui a inventé ça au Québec n'a pas fait une scène. Mais ça s'est répandu partout sur la planète. Le bas-culotte, le soutien-gorge Wonderbra, la trithérapie contre le sida, le VIH, compression de la voix pour les téléphones cellulaires, le puzzle 3D, le moteur roue. Je ne sais pas si vous connaissez ça, moi je ne connaissais pas ça. C'est un véhicule où vous avez 4 moteurs pour chacune des roues, là, puis un système de recharge électrique, c'est pour des véhicules électriques. Je ne peux pas vous en dire bien plus. Les sandales sans odeur pro. Ben, moi, je pensais que ça venait du Brésil. Ça, ben non, ça a été inventé au Québec. C'est une compagnie brésilienne, effectivement, qui l'a acheté et qui l'a répandu partout sur la planète. Le vaccin contre la grippe porcine. Mais les Québécois semblent garder, face à leurs cousins de France, un certain complexe d'infériorité relativement à la langue. Alors, on parle moins bien le français que les Français de France. Pourtant, quand on regarde l'influence de l'anglais en France à l'heure actuelle, je me demande si on a raison d'être complexé. Et quand vous savez que le gouvernement français commence à s'inspirer de la loi 101 pour trouver des moyens de protéger la langue française. Mais les Français ont une assez bonne opinion du Québec. Ils considèrent à 76% que les Québécois ont une culture distincte. Ils apprécient la culture québécoise dans 56%. Ils aiment l'accent des artistes québécois dans 56%. Mais pour ce qui est de l'humour des artistes québécois, là, ça tombe à 20%. Hein, quand je vous l'ai dit tantôt, l'humour, ça traverse mal l'Atlantique. Le Québec est fier. Alors, le vieux complexe canadien-français, on est né pour un petit pain, on ne réussira pas, puis je pense qu'on est anglais pour nous botter de derrière. Il semble que ça, c'est un petit peu disparu. Question de succès, les Québécois sont plus ambitieux que les Canadiens anglais, sont plus satisfaits de ce qu'ils font, ils ont plus de projets, ils soignent davantage leur apparence, mais par contre, ils considèrent un petit peu moins que l'argent fait le bonheur. De quoi les Québécois sont-ils fiers dans leur société? Hydro-Québec, l'assurance maladie,
l'intégration des immigrants, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la différence, les programmes sociaux, les garderies, le système de garde universel, la protection de l'environnement et l'industrie informatique. Nos héros nationaux maintenant, c'est Maurice Richard, René Lévesque et Céline Dion. Bon, vous remarquerez que Dollard des Ormeaux, il n'est plus dans la compétition depuis un bon bout de temps. Le livre insiste beaucoup sur l'entrepreneuriat québécois, ce qu'on avait surnommé dans les années 80 le Québec Inc., hein, les grandes entreprises canadiennes-françaises qui ont réussi, qui prouvaient que les Canadiens-Français pouvaient avoir autant de sens des affaires que les Anglais. On parle de Desjardins, au Québec, bon, etc. Mais le livre parle aussi de ce grand homme d'affaires qui a fondé Léger Marketing, une grande entreprise de sondage, qui obtient maintenant même des contrats de l'ONU pour faire des sondages à l'échelle planétaire. Je me demande un petit peu si ce livre-là était pour un petit peu de publicité aussi pour Jean-Marc Léger et son entreprise. Mais il ose aussi parler du déclin du Québec Inc., le Cirque du Soleil, qui est un de nos joyaux, une de nos fiertés culturelles, qui a été acheté par des Chinois il n'y a pas tellement longtemps. Rona, ça a été acheté par des Américains. Saint-Hubert par des Ontariens. Et Provigo, ça appartient déjà depuis longtemps, comme je vous l'ai dit, à Sauvé. Dans les années 80, là, on était tellement pour la libre entreprise, c'était le néolibéralisme. Il y avait une expression au Québec où on disait l'État Provigo. Avant, on avait l'État Providence, maintenant, on avait l'État Provigo. L'État Provigo, il est maintenant contrôlé par les Ontariens. Alors, ça ne nous a pas avancé bien plus que l'État-providence, à mon avis. Chose certaine, on peut quand même conclure que le Canada, c'est un pays qui reste formé de deux nations, deux sociétés distinctes, deux cultures différentes. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a encore deux gangs. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est les Québécois francophones sont-ils encore le même peuple que les anciens Canadiens français d'avant la Révolution tranquille? Et le livre s'est posé la question. Évidemment, on ne peut pas faire le même genre d'études. Ce serait intéressant de prendre nos 300 questions et de les poser à des Québécois de 1950. Alors non, ça, c'est pas possible. Alors, comment a-t-on essayé de répondre à cette question? Bien, à partir d'un livre qui avait été écrit en 1978 par Jacques Bouchard. Jacques Bouchard est considéré comme le père de la publicité québécoise. Alors lui, il avait commencé sa carrière à Toronto, il traduisait en français des publicités, puis il essayait de convaincre ses patrons que non, il fallait faire des publicités pour le Québec. On parle des années 50, 60. Puis tout ce qu'il faisait, c'est répondre non, non, les Québécois sont exactement comme les autres Canadiens, ils sont un peu moins riches, puis c'est tout. Fait qu'il a décidé de fonder sa propre entreprise de publicité, BCP, qui a eu un succès monstre, avec des slogans publicitaires qui ont marqué ma jeunesse. Peut-être que certains s'en souviennent ou n'ont entendu parler dans les livres d'histoire. Lui, il connaît ça pour la Labatt 50, avec Olivier Guimond. Mon bikini, ma brosse à dents pour Air Canada, il voulait vendre des billets au voyage dans le Sud. On est 12012, Hydro-Québec. Qu'est-ce qui fait donc chanter les petits cimards pour les puddings Laurent Sécart? Pop Sakevi, il faut sauver. Mais quand j'étais jeune, tous les Québécois étaient capables de le dire sans problème, celle-là. C'était une publicité tellement populaire pour Desjardins. Et aussi, ce qui est considéré comme la plus belle publicité de tous les temps au Québec, on est 6 millions, il faut se parler. Ça aussi, c'est Jacques Bouchard qui l'a fait. Mais Jacques Bouchard avait identifié 36 cordes sensibles des Québécois qu'il rattachait à 6 racines vitales. Selon lui, les cordes sensibles pouvaient varier selon les époques, mais les racines vitales restaient permanentes. C'est quoi ces racines vitales? C'était notre origine terrienne, notre sentiment minoritaire, notre vision nord-américaine, nos traditions catholiques, latines et françaises. Alors, le Code Québec s'est demandé, est-ce que les 36 cordes sensibles que Bouchard avait identifiées en 1978, est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Le livre conclut qu'il y en a la moitié qui sont encore valables, la moitié qui ont disparu. Mais je suis un petit peu sceptique sur la manière dont
ils arrivent à cette conclusion-là? Parce qu'ils ont demandé aux Québécois, ben, pensez-vous que les Québécois sont très attachés à telle ou telle chose? Donc, c'est la perception que les Québécois ont d'eux-mêmes. Mais est-ce que cette perception-là correspond nécessairement à la réalité? J'en suis pas sûr, mais regardons ça de plus près. Nos racines terriennes et latines resteraient à 5 sur 6. L'amour de la nature, la simplicité, les habiletés manuelles, la fidélité au patrimoine, le gros bon sens, ça reste. Finesserie rude, la finesserie des anciens paysans, ça serait moins fort. Joie de vivre, talent artistique, amour des enfants, sentimentalité, instinctivité, d'accord. Besoin de paraître, moins. Ben, déjà, là, je ne suis pas convaincu parce qu'on a vu que 59% des Québécois considèrent que leur apparence est très important, contre, je pense, c'était 37% pour les Canadiens anglais. Est-ce que le besoin de paraître a tellement diminué au Québec? Je n'en suis pas sûr. Mais les gens ont l'impression que le besoin de paraître a diminué. Écoutez, allez demander à une femme si elle se maquille trop. Elle ne voudra jamais qu'elle se maquille trop. C'est pas parce qu'elle a l'impression qu'elle se maquille juste correct qu'elle se maquille juste correct. La perception qu'on a de soi et la réalité, c'est pas la même chose. Maintenant, regardons nos racines nord-américaines. Ben, il resterait dans 4%, dans 4 cas sur 6. Nos racines minoritaires, notamment notre complexe d'infériorité, ça aurait diminué. Le matriarcat aurait diminué. Je crois que je suis un petit peu sceptique, je vais en parler tantôt. Le sens d'économie, ça, je n'ai pas de misère à le croire quand on sait à quel point on est endetté. Ça, c'est un autre problème. Pour ce qui est de nos racines françaises et de nos racines catholiques, ben, elles ont beaucoup plus diminué, notamment nos racines catholiques. C'est rendu à 0 sur 6. L'esprit moutonnier, le conservatisme, la xénophobie, le fatalisme, le mysticisme et l'anti-mercantilisme, selon les Québécois, c'est des phénomènes qui n'existeraient plus dans notre société. Mais je ne suis pas très convaincu. Est-ce qu'on peut parler d'un déclin du matriarcat quand on voit Justin Trudeau qui doit absolument avoir autant de femmes que d'hommes dans son cabinet? Est-ce qu'on peut parler d'un déclin du matriarcat quand on sait que 80% des budgets dans les familles sont gérés par les femmes? Quand on sait que les femmes occupent 80% des postes dans l'enseignement, 70% des étudiants à l'université sont des femmes, je ne suis pas sûr que le matriarcat est en diminution au Québec, mais il a changé de style. Quand on a demandé aux Québécois, pensez-vous que le matriarcat est en diminution? S'ils ont répondu du oui, c'est parce qu'il y avait dans leur tête la mère au foyer, l'ancienne forme du matriarcat. Mais il n'est pas sûr que l'ancienne forme du matriarcat n'a pas été remplacée par une nouvelle forme de matriarcat. Je dirais la même chose pour la religion. Est-ce que les Québécois sont moins mystiques qu'avant? Écoutez, quand vous avez un groupe écologiste qui décide de faire une marche silencieuse pour rétablir notre harmonie avec Gaïa, la déesse Terre, est-ce que ça ne ressemble pas à nos anciennes processions du Saint-Sacrement, ça? Est-ce que les psychologues ne sont pas les nouveaux confesseurs? Et est-ce qu'on n'a pas encore, comme autrefois, nos hérétiques, notre chasse aux sorcières? C'était les communistes dans le temps du Plessis, puis c'est l'extrême droite toxique au temps de Régis Labaume. Mais toute société a besoin de ses ennemis, de ses immoraux qu'il faut, non pas faire disparaître, mais pointer du doigt pour se sentir, nous, supérieurs. Pas la même chose. Regardons la description que le journaliste Gérard Filion faisait du paysan canadien-français en 1940. Ça, cette citation-là, je l'ai trouvée dans le livre de Jacques Bouchard. D'ailleurs, dans le livre de Jacques Bouchard, j'ai été surpris qu'un gars qui est axé sur la publicité comme ça ait écrit un livre aussi riche sur le plan de la réflexion, de la philosophie et de la culture littéraire. Hein. Il vous cite des grands auteurs à la pochetée. Ces réflexions sont intéressantes, méritent d'être étudiées. C'est pas mal plus fort que le livre de Jean-Marc Léger. Est-ce que ce serait parce que Jacques Bouchard a été formé dans les collèges classiques à l'époque de la grande noirceur du plessisme, alors que Jean-Marc Léger, né en 1961, est le pur produit de nos cégeps et de la réforme parent? Est-ce que ce serait ça l'explication? Je ne sais pas. Mais voici ce que Gérard Filion disait. Il disait du paysan canadien-français, il a gardé de ses ancêtres français les qualités essentielles. Il a des attitudes très naturelles pour tous les métiers,
de la constance dans l'effort, mais il manque de vision. C'est un calculateur, mais à courte échéance, il est très hospitalier et il aime fréquenter ses parents et ses amis. Il est attaché comme pas un au bien de ce monde. Il mange et boit avec excès en certaines circonstances durant le temps des fêtes. Il passe pour ivrogne, mais il est rarement alcoolique. Il est crédule avec les étrangers et méfiant avec les gens de son entourage. S'il boude son voisin, il cherche quand même à savoir ce qui se passe chez lui. Il méprise les collègues blancs, mais il a l'ambition d'avoir un de ses fils prêtre, avocat ou médecin. Ça, c'est en 1940. Finalement, quel portrait nous trace le Code Québec du Québécois d'aujourd'hui? C'est un bon vivant à la française, habileté manuelle de patenteux, grand parleur, petit faiseur, vive le moment présent, il aime les touristes, il aime sa parenté, il aime la richesse matérielle, il aime les festivals, il admire les étrangers, il se méfie des offres alléchantes, il est peu impliqué dans sa communauté, il a l'esprit de village, il est plus manuel qu'intellectuel, mais malgré tout, il respecte ça, l'instruction. Je trouve que le portrait n'est pas tellement différent de ce qui était raconté en 1940. Jacques Bouchard conclut ceci. Il dit, en 1978, et bien, je pense que la conclusion sera encore valable aujourd'hui, les Québécois semblent évoluer rapidement de l'extérieur, ils s'agitent, participent à tous les grands courants mondiaux, phénomènes hippies, drogue, contestation, violence et contre-culture. Leur valeur intérieure, elle, boucle à pas de tortue. Le pays réel existerait encore, et tant mieux. Bouchard part des 6 racines vitales pour nous présenter 6 projets collectifs. Et je le mets ici parce que je trouve ça intéressant, parce qu'il me semble que c'est encore d'actualité. Nos racines terriennes pourraient se recycler dans la défense de l'environnement. Notre racine minoritaire, encouragement de la natalité. Bouchard est en faveur de politiques natalistes dans les années 1970. Notre racine nord-américaine devrait nous amener à combattre la surconsommation. Le consumérisme, une consommation responsable. C'est assez drôle de voir un publicitaire comme, je ne sais pas si on dit un publiciste ou un publicitaire, mais en tout cas, quelqu'un de marketing comme Bouchard, dire qu'on consomme trop. Le point qui m'a étonné le plus, c'est que nos racines catholiques nous conduisent à l'entrepreneuriat. Bouchard, contrairement à bien des gens, n'accuse pas le clergé catholique d'être responsable du retard économique du Québec par rapport à l'Ontario. Hein, ça, c'est la fameuse théorie wébérienne, les Anglais sont plus riches que nous autres parce qu'ils sont protestants. On est arriérés parce qu'on est catholique. Ça a été l'idée maîtresse de la réforme parentale, l'idée maîtresse de la Révolution tranquille. Lui, il dit dans son livre, il dit « Si j'ai fondé BCP, c'est parce que jeune, j'étais servant de messe à l'Oratoire Saint-Joseph. » Et il dit que le clergé, dans notre histoire, a toujours montré un grand sens de l'entrepreneurship. Et pour lui, quelqu'un comme le curé Labelle, qui a fait la promotion de la colonisation à la fin du 19e siècle, n'a rien à envier à quelqu'un comme Pierre Péladeau. Il est assez, dans son livre, assez sûr de notre passé catholique. Pour ce qui est des racines latines, ben, il faut répandre la production culturelle québécoise partout dans le monde. Racines françaises, il faut défendre une langue québécoise, mais ce qu'il entend par langue québécoise, c'est en fait ce que Jules-Paul Tardivet, bien avant lui, parlait du vieux parler canadien. C'est le français typique du Québec, non pas le joual et ses anglicismes, mais le vieux français, finalement, qu'on a conservé au Québec. C'est ce qu'il appelle la langue québécoise. Mais aujourd'hui, la nation québécoise est-elle en péril de mort? Elle n'est pas morte. Je pense qu'on peut être content, après avoir vu ça, on peut se dire non, elle n'est pas morte. Il reste quelque chose des Canadiens français, même si ça a évolué. Mais on peut se demander si elle n'est pas en péril de mort à cause de l'immigration massive, de la dénatalité, du pluralisme religieux et culturel, moral, et finalement, à cause de la chute de l'Église catholique. Mais il y a une question que l'IG Marketing n'a pas osé poser aux Québécois. Question fondamentale. En tant que Québécois, êtes-vous fiers d'avoir remplacé Jésus-Christ par Mammon? Je vous remercie.